Tanzanie. Et puis hier, on avait tenu la même conversation en espagnol avec la participation de 5 pays et l'intervention de 3 pays. Alors là où on voit que cette conversation est utile, c'est que dans chacune des versants en espagnol et en anglais, on a eu des demandes particulières pour un pays qui est intéressé par l'expérience d'un autre. Par exemple, le Paraguay voulait en apprendre plus sur l'expérience en Colombie au niveau des municipalités. Et aujourd'hui, le Cambodge voulait apprendre plus sur l'expérience du Nigeria dans le suivi en temps réel du secteur. Donc, on espère qu'il y aura de discussions et de demandes aussi riches aussi. Donc, je démarre avec cette conversation et la pertinence de cette conversation. Est-ce que les autres collègues, vous voulez bien vous mettre en mode silencieux, s'il vous plaît, il y ait des conversations croisées. Merci beaucoup. C'est Ali, can you hear me? Yes, I can hear you, Balwant. Okay, good. Alors, donc, on voit sur le slide devant nous la pertinence de cette conversation. Eh bien, on a au moins une dizaine de pays, y compris certains qui sont présents ici, qui nous ont demandé un soutien ou un apprentissage entre pairs sur les systèmes d'information. Et les questions sont assez variées. Par exemple, comment élaborer une feuille de route pour la mise en place d'un tel système, ou bien comment on élaborer un à l'interne, c'est-à-dire au sein même des ministères concernés, ou bien, par exemple, le sous-secteur de l'hygiène, comment améliorer le rapportage et la qualité des données dans ce sous-secteur. Et donc, ce qui nous a poussé à organiser cette conversation. Donc, en guise d'introduction, je vais présenter le cadre désormais très bien. Et sur ce cadre, on voit que les systèmes d'information sont assez centraux, si je peux dire, puisque les principes directeurs, on trouve la prise de décision. Excusez-moi, chers collègues, est-ce que vous voulez bien vous mettre en mode silencieux pour que ma voix elle soit plus claire. Merci beaucoup. Merci. Donc, je poursuis. Dans le cadre SWA, qui vous est désormais connu, on voit par exemple la prise de décision fondée sur les données pertinentes et sur les preuves, ou bien on voit dans les comportements collaboratifs que les partenaires vont tous travailler avec un seul système, un système unique de redevabilité et donc de rapportage et donc d'informations et données. Voilà, donc l'importance provient aussi non seulement pour le fonctionnement, si je peux dire, du secteur eau, assainissement et hygiène, mais aussi pour la bonne prise de décision au niveau politique. Par exemple, les chefs d'État pour soutenir les programmes dans le secteur, ou bien les ministères des Finances pour allouer des financements au secteur, ou bien par les autres ministères pour intégrer l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans leurs programmes. Et tout à l'heure, on a eu les collègues du Nigeria qui nous ont parlé que leur système d'information est désormais utilisé pour plaidoyer pour le financement pour le secteur et aussi pour cibler les interventions et les financements là où il y a le plus besoin. Et on voit une autre illustration de cette importance sur le slide qui est devant vous et qui parle de la réunion des ministres du secteur. Alors, vous vous rappellerez que dans cette réunion, les pays avaient élaboré des fiches pays où les inégalités étaient assez centrales. Et il fallait, par exemple, dire s'il y a des inégalités dans les pays et si oui, pourquoi. Et donc, tous les pays ont dit que oui, effectivement, il y a des grandes inégalités, mais
Une des raisons qui a été citée et la raison la plus fréquemment citée, c'est qu'il manque des données fiables et de qualité, et ce qui est une entrave à la planification pour lutter contre les inégalités. Donc, on voit que les systèmes d'information sont importants dans ce cadre-là. Alors, comment on définit? Alors, on parle tantôt de données, on parle tantôt d'informations, de connaissances et de savoir dans le secteur, et on parle avec un certain nombre de termes. Et à la base, un système d'information, c'est un système utilisé pour la coordination, le contrôle, l'analyse, la visualisation et l'utilisation des informations. Alors, on voit ici au niveau conceptuel la différence entre données qui sont des données brutes, les informations qui sont les données qui sont stockées et accédées, et ces informations sont converties en knowledge, en savoir, grâce à la visualisation, à l'analyse et à la dissémination. Et ce savoir, il permet de prendre des décisions. Et à long terme, ces mêmes savoirs mènent à ce que l'on appelle le wisdom ou la sagesse, où les décisions futures sont prises sur les bases factuelles à long terme. Voilà donc un peu au niveau conceptuel. Et sur le slide devant nous, on voit maintenant comment bâtir un système d'information pour le secteur, un système robuste. Et il y a 5 étapes, et ces 5 étapes sont inspirées par les efforts dans le secteur de la santé. Alors, le secteur de la santé a quelque peu d'avance sur le secteur eau, assainissement et hygiène en ce qui concerne l'importance qui est donnée au système d'information dans le secteur. Alors, cette importance, elle est donnée par le fait que les systèmes d'information sont largement considérés comme un moyen central pour renforcer le secteur. Et donc, du moment où on les pose comme un dispositif fondamental du secteur, eh bien, on y accorde plus d'attention et plus d'importance. Donc, les cinq étapes sont d'abord de comprendre les écarts dans les données, c'est-à-dire les écarts entre les données dont on a besoin et les données dont on dispose. Et ceci, on le fait par une cartographie des données. Alors, ensuite, il y a le plaidoyer, c'est-à-dire il faut convaincre toutes les parties prenantes que investir dans les données et les informations, eh bien, c'est un bon investissement. Et donc, il faut montrer les raisons de vouloir améliorer le système d'information. Ensuite, il faut établir les standards, et par les standards, on comprend une sorte de langage commun à travers tous les acteurs du secteur pour qu'il y ait une transition et pour qu'il y ait un échange d'informations entre les différents systèmes, un échange qui soit continu, si je peux dire, et facile. Donc, il faut établir les standards aussi pour le design des initiatives futures. Et il existe déjà plusieurs types de standards, donc ce langage commun pour les différents systèmes. Ensuite, il faut identifier les champions. Et les champions, on appelle les personnes placées à assez haut niveau qui sont convaincus de l'utilité des systèmes d'information et qui plaidoient pour qu'il y ait plus d'importance et plus de financement pour cela. Et ensuite, il faut démontrer à tous la réussite et l'utilité avant de passer à l'échelle. Alors, l'ordre de ces étapes, ça dépend de l'ordre, du contexte local, puisque différents pays ont déjà entrepris différentes étapes dans un ordre différent. Mais toujours est-il que ces 5 étapes sont assez clés si on veut établir un système d'information pour le secteur. Alors, avec cela, je passe à la place qui est accordée au système d'information au sein du SWA. Et pour cela, juste une petite illustration. Ça vient avec le mécanisme de redevabilité mutuelle. Et dans le cadre de ce mécanisme, excusez-moi, les pays ont élaboré et ont déclaré les engagements. Alors, 15 pays qui sont montrés sur la carte ici ont un engagement qui consiste dans les systèmes d'information ou les systèmes de suivi et évaluation. Et
pour établir de tels systèmes, pour les étendre ou bien pour les revoir, les renforcer ou les harmoniser. Et en plus de cela, plusieurs ministres, lors de la réunion des ministres du secteur, plusieurs ministres ont souligné l'importance et aussi demandé un soutien sur cet aspect-là. Donc, les systèmes d'information sont assez présents dans le partenariat SWA et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici pour cette première conversation. Alors, avant de terminer la partie plénière et de laisser la place aux interventions, je partage avec vous quelques ressources utiles que nous, au secrétariat, on a collectionnées et qui pourront vous aider à comprendre ce que c'est le système d'information. Ensuite, des outils pour faire le design et la réalisation de ces systèmes. Et ensuite, des exemples de pays desquels vous pourrez apprendre par leur expérience. Donc, tout d'abord, quelques ressources pour mieux comprendre l'importance et la difficulté des systèmes d'information dans le secteur. Alors, il y a des ressources qui vont, par exemple, du rapport 2015 de la Banque mondiale sur comment utiliser les nouvelles technologies, donc les technologies de l'information et des communications, pour améliorer les services au assainissement et hygiène. Ou bien, on voit par exemple le rapport de UN Water sur les bonnes pratiques des systèmes de suivi dans les pays et aussi sur les indicateurs et les cibles de l'ODD 6. Ou bien on voit par exemple encore de la Banque mondiale les innovations en ce qui concerne l'évaluation de l'impact des services au assainissement et hygiène. Et le plus récent en date, ce sera un rapport de WaterAid qui va parler de From Data to Decisions, c'est-à-dire comment utiliser les données pour la prise de décision et qui contient donc des études de cas de 3 pays sur 3 continents différents. Et donc, ce sont quelques-unes des ressources qui vous aideront à mieux comprendre et l'importance et la portée potentielle des systèmes d'information dans le secteur. Alors, en même temps, il y a aussi des outils pour aider dans le design et la mise en place de ces systèmes d'information. Et par exemple, il y a bien sûr le portail d'outils SWA, et vous avez plusieurs outils qui sont disponibles sur ce portail, où il y a aussi des webinaires de nos collègues du RWSN, donc c'est le Rural Water Supply Network, qui parle de comment mettre en place un système d'information. Il y a ensuite des outils spécifiques comme le WashFit ou le RapidWash. Voilà, donc quelques-uns des outils. Alors, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr, et qui n'est pas préférentielle envers l'un ou l'autre, mais ça vous donne quelques exemples. Alors, à la fin de cette conversation, on va partager avec vous tous les slides, et sur ces slides, vous verrez les liens vers toutes ces ressources. Alors, un des avantages du partenariat SWA, c'est que les partenaires eux-mêmes sont des ressources, puisque ce sont des ressources d'information et d'inspiration pour entre pairs, je veux dire. Donc, on a identifié au moins 20 partenaires SWA qui ont déjà mené des expériences dans les systèmes d'information. Et on voit, par exemple, il y a des partenaires de toutes les régions, y compris le Niger, par exemple, le Soudan du Sud, la RDC, le Brésil, l'Inde, etc. Donc, on pourra, bien sûr, on va donner la place à certains de ces pays d'intervenir aujourd'hui, mais on pourra ensuite vous mettre en contact avec ces pays-là si cela vous intéresse. Donc, c'est une cartographie encore non exhaustive, mais assez illustratif de ce qui se fait dans le secteur par les partenaires SW.
Voilà, donc avec cela, je vais maintenant laisser la place à nos collègues des pays pour qu'ils interviennent. Et nous avions à la base planifié 3 interventions, donc le Bénin, ensuite la République démocratique du Congo et le Madagascar. Et notre collègue malgache est malheureusement en déplacement, donc ne pourra pas faire cette intervention-là. Mais j'appelle à notre collègue du Bénin, Monsieur Djivo Pi, de faire une présentation sur le suivi et évaluation dans l'ensemble dans le pays du Bénin. Voilà. Et ensuite, nous reviendrons sur les discussions. Monsieur Pi, vous êtes maintenant, vous pouvez commencer votre intervention et vous me dites slide et je vais passer le slide, s'il vous plaît. Monsieur Djivo, est-ce que vous êtes là? Ok. Alors, Monsieur Djivo a semble-t-il un petit souci de micro. Entre-temps, je vais appeler à notre collègue Monsieur Stanislas Ifolo de la République démocratique du Congo, qui va nous parler rapidement d'une plateforme assez intéressante dans le pays, qui est la plateforme de gestion de connaissances dans le secteur. Et Monsieur Ifolo, c'est à vous si vous le souhaitez. Oui, merci, chers collègues. Bonjour, moi c'est M. Stanislas Ifolo. Vous m'entendez? Très bien, Monsieur Ifolo, allez-y. Oui, voilà. Donc, j'interviens depuis la République démocratique du Congo. C'est juste pour partager avec vous l'expérience d'une plateforme qu'on a mise en place de gestion des connaissances et apprentissage sectoriel dans les domaines eau, hygiène, assainissement. En fait, tout est parti d'une enquête menée entre août et septembre 2015 par la Croix-Rouge internationale en partenariat avec l'UNICEF. Et c'était sur la gestion des connaissances et apprentissage dans le secteur de l'eau. Alors, l'enquête avait révélé plusieurs limites que je vous épargne de partager maintenant là. Vous aurez la version en sorte que je vous enverrai. Mais seulement, ce qu'il y a à retenir, c'est que le plus important est que l'enquête avait révélé qu'il y avait des données qui étaient produites dans les secteurs, des informations, mais qui n'étaient pas suffisamment partagées. Les données n'étaient pas suffisamment partagées. Il y avait des mini-plateformes où on échangeait les informations et puis les expériences, mais c'était vraiment exclusif. Il y avait les clusters WASH qui interviennent dans les urgences. Il y avait les groupes interbailleurs qui rassemblaient les donateurs. Et il y avait le Comité national d'action eau, hygiène, assainissement qui rassemblait les experts des institutions étatiques et tout ça. Alors, il y avait aussi les ONG qui s'est rassemblées eux aussi de façon disparate. Et ces plateformes-là étaient vraiment exclusives, comme j'avais dit. Après, parmi les grandes recommandations de cette enquête-là, on a dit qu'il fallait quand même mettre en place une plateforme un peu plus large et plus inclusive pour promouvoir le partage des connaissances, des données et d'informations entre acteurs et tout ça qui devrait inclure ces mini-plateformes-là. Et c'est comme ça qu'en septembre 2017, on a convoqué les acteurs sectoriels, plus de 70, pour étudier la nécessité de mettre en place cette plateforme ici, dénommée Gestion des connaissances et apprentissage sectoriel, GECAS, en cycle. Et tout le monde était unanime que c'était important qu'on devrait la mettre en place. Alors, on a validé les termes de référence, on a validé les plans d'action, et depuis, la plateforme est fonctionnelle.
Et dans la plateforme, vous allez retrouver les institutions étatiques, vous allez retrouver les partenaires techniques et financiers, les bilatéraux comme les multilatéraux. Vous allez retrouver la société civile, donc les universités, les ONG, tout ça. En tout cas, tout le monde est là. C'est vraiment inclusif. Et nous tenons des réunions trimestriellement, donc une fois donc tous les 3 mois. Et depuis qu'on a institué cette plateforme-là, il y a quand même un certain nombre de réalisations qu'on a connues dans les secteurs. Il y a l'institution des réunions trimestrielles, comme j'avais dit là, donc l'apprentissage et le partage. Il y a la coordination des actions et les interventions sur les secteurs. Donc, sur le plan orientation, parce qu'il y avait aussi un problème, il y avait des interventions et des actions qui étaient menées dans les secteurs, mais on ne savait pas qui faisait quoi et où. Donc, c'est venu aussi renforcer notre coordination. Maintenant, nous savons orienter. On sait dire qu'il y a déjà X qui intervient à tel endroit, donc Y, tu ne peux pas aller là-bas. Donc, tu peux orienter l'intervention à tel autre endroit parce qu'il y a aussi le besoin là-bas. On a mis en place un portail web qui est interactif. On a mis en place une bibliothèque des connaissances avec plus de 700 ouvrages consultables en ligne. Donc, je peux même vous partager aussi l'adresse. On a plus de 700 contacts, donc un répertoire de plus de 700 acteurs. Donc, quelqu'un qui peut venir comme ça, il ne va pas se perdre. Il a besoin d'une information ou d'un contact sur un acteur sectoriel. On peut facilement lui donner ça au niveau de la coordination, donc au niveau du Comité national d'action de l'eau, hygiène, assainissement. Il y a aussi les revues sectorielles qui sont instituées. Tous les 6 mois, nous faisons maintenant les revues sectorielles. La dernière revue était consacrée à un état des lieux qui a conduit à l'élaboration du programme national eau, hygiène, assainissement, qui est en cours d'élaboration. Voilà un peu les quelques réalisations qui sont là. Et j'ai fait l'économie de temps. Il me semble qu'il m'a été accordé que 5 minutes. Je vais vous partager toute la documentation possible en rapport avec cette plateforme-là. Et c'est vraiment très intéressant et ça nous aide beaucoup dans la coordination du secteur. Voilà. Et puis, en termes de perspectives, dans le cadre toujours de cette plateforme-là, nous comptons d'ici là dupliquer cette plateforme-là dans toutes nos provinces pour que l'exercice soit aussi mené ou fait au niveau de chaque province. Et aussi, incessamment, nous comptons mettre en place une bibliothèque physique parce que je vous ai parlé de cette bibliothèque virtuelle-là, que vous pouvez aussi consulter même juste après cette réunion. Il y a plusieurs ouvrages là-bas, il y a des études, il y a des évaluations, il y a des programmes, il y a des résultats des recherches, il y a des enquêtes, il y a des bonnes pratiques qui sont logées là-bas dans cette bibliothèque-là. Et voilà un peu ce que j'avais à vous partager en termes concernant cette expérience-là que nous avons mise en place depuis septembre 2017. Ok, excellent. Paulo, juste, je voulais vous poser une question pour étendre votre description. Il y a aussi le lien de cette plateforme avec le nouveau programme national. Est-ce que vous voulez bien en toucher un petit mot aussi? Oui, par rapport au nouveau programme, c'est comme je vous ai dit, on avait constaté dans le pays que il y avait des interventions ici et là. Ça se faisait de façon un peu moins ordonnée. On a aussi avec la dernière fiche pays qu'on a présentée au niveau de la dernière réunion SOA tenue à Costa Rica. Vous avez vu que la part allouée au secteur eau, hygiène, assainissement dans les budgets de l'État, c'était vraiment trop minime. Il y avait presque rien là-bas. Alors, on a profité
de cette plateforme-là, de l'état des lieux qu'on a fait, et aussi de cette dynamique de l'alternance que le pays vient de connaître, pour un peu chercher à capitaliser les actions dans les secteurs, promouvoir l'alignement des interventions selon les priorités du gouvernement. C'est comme ça qu'il nous a été, il nous a été recommandé de mettre en place un document stratégique, programmatique, donc qui va servir de guide pour toutes les actions qui devront être menées dans les secteurs dans les 5 ans à venir, par rapport à nos objectifs que nous sommes en train de poursuivre, à savoir l'accès universel, par rapport au deadline aussi qui nous a été imparti. C'est un document qui est en cours d'élaboration, qui va comprendre toutes les actions qui seront menées dans les secteurs eau, hygiène et assainissement. Ça sera vraiment un document guide et qui va comprendre tous les plans, toutes les stratégies à mener et aussi le programme et projet en souffrance dans les secteurs pour que d'ici la session de septembre, parce que l'activité est menée par la plus haute hiérarchie du pays, comme je vous ai dit, on a profité de la dynamique de l'alternance que venait de connaître notre pays. Et c'est ces documents-là qui va servir de plaidoyer et aussi qui sera inscrit dans les budgets de l'année prochaine, qui sera le premier budget de l'alternance, pour que le quota ou la part qui sera allouée au secteur soit revue à la hausse. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Monsieur Ifolo. Est-ce que nous avons des questions pour notre collègue de la RDC sur son intervention? Non, je demandais à l'auditoire s'il y avait des questions pour vous avant que nous passions à la prochaine intervention. Oui, la première intervention, c'est... Est-ce qu'il y a, chers collègues, dans les autres pays, est-ce que il y a des questions pour Monsieur Ifolo? Monsieur Pi, donc notre collègue du Bénin, il a une question, mais je pense que je pense qu'il est en train de le taper, de la saisir sur le chat, puisqu'il a un problème de micro. Et entre-temps, je voudrais faire appel, si c'est possible, à une sorte de... Ah oui, voilà. À une sorte de quoi, s'il vous plaît? Oui, attendez. Monsieur Ifolo, il y a une question pour vous. La question, c'est: est-ce que la RDC dispose d'un manuel de référence pour le suivi et évaluation du secteur? Monsieur Ifolo. Si la RDC dispose d'un document de référence pour le suivi et évaluation du secteur, oui. Oui. En fait, le pays, c'est comme je le disais, le pays venait de connaître une restructuration dans les secteurs. On a confié la mission de suivi au Comité national d'action de l'eau, hygiène et assainissement, qui est une structure interministérielle qui comprend en son sein les ministères du plan, environnement, santé, énergie et tout ça. Maintenant, le plan, dans le cadre de ses prérogatives, a aussi confié au Comité national d'action de l'eau, hygiène et assainissement la mission de suivi et évaluation de toutes les actions dans le domaine eau, hygiène et assainissement. Alors, c'est au vu de cette mission-là que le CNAIA est en train d'élaborer aussi ce programme-là. Maintenant, là, il n'y a pas un document guide qui peut servir de suivi et évaluation des actions sur le terrain. On a dit que non, il fallait d'abord chercher à recenser les actions et les interventions. Vous les avez ensemble et là, vous saurez faire donc le suivi. C'est à peine, c'est en décembre 2015 qu'il y a eu cette restructuration. Ok, excellent.
merci beaucoup, Monsieur Ifolo. Alors, nous comprenons de votre intervention Mais que le secteur lui-même a une nouvelle dynamique et espérons que cette dynamique est avec l'aide assez critique du CNAEHA, oui, qu'on va pouvoir cadrer et avoir justement ces références pour le suivi et évaluation. Mais toujours est-il que le portail le portail web dont vous avez parlé il est assez utile pour justement comprendre ce qui se passe dans le secteur. Et il y a aussi plusieurs ressources qui sont disponibles, les études, etc. Et c'est très bien. Alors, je vois qu'il y a plusieurs collègues qui sont en train de saisir des questions sur la fonction chat. Mais est-ce que Monsieur Nonguerma ou est-ce que Monsieur Camara, si vous avez une remarque ou une question, est-ce que vous voulez bien la partager directement de vive voix? Monsieur Nonguerma ou Monsieur Camara? Nonguerma du Burkina. Oui, monsieur. Alors, bonjour à Monsieur Ifolo. oui. Sa présentation est assez Bonjour. claire. Bon, nous voulons savoir si la collecte actuellement recouvre l'ensemble du territoire. Bon, comment est-ce que c'est organisé, les différents niveaux d'organisation avant l'agrégation centrale, et quelle est la fréquence de collecte, combien de fois par an, par exemple? Pardon, je D'accord, merci. ne vous ai pas saisi, s'il vous plaît. Vous D'accord, sortez je entrecoupé. reprends. D'accord. Alors, je voulais savoir si la collecte couvre actuellement l'ensemble du territoire de RDC qui est très vaste. Ensuite, quels sont les niveaux de l'organisation? Est-ce que vous avez des régions, des communes, des provinces? Comment ça s'organise jusqu'au niveau central? Et combien de fois vous faites la collecte dans l'année? Voilà, en fait, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle initiative. On a commencé par les nouveaux centrales. On a déjà tenu 4 réunions. Et nous sommes en train de voir comment dupliquer cette activité même au niveau des provinces. Mais nous comptons d'ici mi-septembre déjà, organiser une 5e réunion de cette plateforme-là en invitant tous les délégués provinciaux, pour qu'ils viennent non seulement participer au processus d'élaboration du plan national eau, hygiène et assainissement, mais aussi assister les derniers jours, parce que nous comptons organiser un atelier résidentiel quant à ce. Et puis, les derniers jours est dédié à la réunion de la plateforme, à la 5e réunion de la plateforme de gestion des connaissances. C'est justement pour que les provinces voient comment ça s'organise, pour que eux aussi, ils aillent dupliquer ça dans leurs provinces respectives. Mais déjà, dans toutes les provinces, nous avons déjà institué la réunion des coordinations provinciales. Donc, les délégués provinciaux invitent chaque mois les acteurs du secteur, donc étatiques comme non étatiques, ainsi que donc les partenaires techniques et financiers, pour savoir qui fait quoi et où. Donc, ils n'auront pas assez de problèmes pour organiser ces genres de réunions parce qu'ils sont déjà habitués à rassembler les acteurs du secteur. Mais ils sont en train de venir justement pour qu'ils soient initiés à cet exercice-là. Donc, dans un premier temps, c'est d'abord organisé ici au niveau national. Ok. Très bien. Alors, par l'info du Burkina, toujours. Allez-y, monsieur, par l'info. Voilà, ok, merci. Est-ce que ce n'est pas très lourd de piloter la collecte à partir du niveau central? Pardon? Est-ce que ce n'est pas très lourd de piloter la collecte à partir du niveau central, vu que le territoire est très vaste? Oui, c'est comme j'ai dit que les données sont produites
ici et là. Les informations sont produites ici et là. Déjà, au sein de cette plateforme-là, il y a des mini-plateformes qui sont ici à Kinshasa, mais en même temps en province aussi. Ils sont en même temps en province aussi. Donc, les données qui sont collectées, nous avons les données nationales, donc les études. Si vous consultez donc ces études, les plans et programmes qui sont déjà en ligne là-bas, vous verrez que ce sont les programmes nationaux. Ce sont les programmes nationaux, ce sont des données produites par des acteurs nationaux, donc qui tiennent compte des réalités aussi en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc, les informations un peu nationales. Donc, au fait, nous sommes dans cette dynamique-là. On a commencé par ici, on a commencé par collecter les informations qui étaient déjà disponibles, mais dans le cadre de la plateforme, on a institué que au moins chaque année, nous devons commencer à faire l'inventaire des ouvrages. L'inventaire documentaire qui consistera à collecter les informations tant au niveau national qu'au niveau provincial. C'est comme ça qu'on a dit qu'on était dans la dynamique de les initier, d'initier aussi les provinces, parce que certaines informations peuvent aussi nous échapper. C'est pour ça qu'on a dit qu'on devrait les initier à cet exercice-là. Mais déjà, pendant qu'ils seront ici, ils seront aussi initiés parce que les acteurs sectoriels, juste après l'implémentation de ce portail web-là, on avait, avec l'appui de l'UNICEF, formé les acteurs sectoriels sur l'intégration des données dans la plateforme. Ça veut dire qu'ils vont faire la première étape, ils vont mettre les données qui sont disponibles au niveau de leurs respectifs, donc de leurs services respectifs. Ils vont placer les données, on aura l'information, on va traiter ces données-là à partir du portail avant de les diffuser au grand public. C'est-à-dire que même les provinces qui sont en train de venir, ils seront aussi initiés à cet exercice-là, comment placer les données dans le portail afin qu'ils soient traités et diffusés. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Ifolo. Alors, est-ce que nous avons la place pour une autre question avant de passer à notre collègue béninois pour son intervention? Est-ce qu'il y a une question pour notre collègue de la RDC? Pardon? Non, je demandais à l'auditoire s'il y avait d'autres questions pour vous, Monsieur Ifolo. Mais il semble qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en ait pas actuellement. Ceci étant, donc, je voudrais voir, est-ce que, Monsieur Djivo, vous êtes, Allô? est-ce que vous, oui, Monsieur Djivo. Alors, vous m'entendez maintenant? Oui, parfait. Ok, parfait. Alors, la technologie a marché. Sur ce, je vais inviter Monsieur Djivo, qui est ingénieur génie sanitaire au Bénin, de nous parler du dispositif de suivi et évaluation. Et il suffit que vous me disiez slide et je vais changer de slide. Ok. Oui, ok. Allons-y alors. Bon, j'ai l'honneur de vous présenter la situation du système de suivi et évaluation du Bénin, sur laquelle ces derniers jours, il y a eu beaucoup de réflexions. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'efforts dans le sous-secteur pour l'évaluation physique et autres. Mais le constat, c'est que le suivi et évaluation est toujours demeuré le parent le plus pauvre. On a des problèmes de données, on a des problèmes d'équipement, on a des problèmes de personnel, on a tous ces problèmes-là qui ne donnent pas une bonne image du système de suivi et évaluation au niveau national. En 2018, avec l'appui de l'UNICEF et de l'IRC, la Fondation ACVO, nous avons fait un diagnostic des systèmes nationaux et locaux de suivi et évaluation du système AEPHA. Ce diagnostic a débouché sur un plan d'action national de suivi et évaluation qui, disons, retrace toutes les actions qu'on doit
qu'on doit mener pour avoir un système stable, applicable par tous les acteurs du sous-secteur. 2. Diapositive suivant. L'état actuel de suivi et évaluation au Bénin. Il faut remarquer qu'au Bénin, nous avons des bases de données, hein, que ce soit au niveau du département de l'eau, que du département de l'assainissement, il y a des bases de données qui fonctionnent. La particularité au niveau de l'assainissement, c'est que l'assainissement est logé au niveau du ministère de la Santé, qui a déjà un système d'information très solide qu'on appelle SNIC, Système national d'information de la gestion des informations sanitaires. Donc, le travail de l'assainissement, c'est de tout faire pour nous adosser à ce système pour que les informations qui concernent l'assainissement ne soient pas oubliées. Pour ce qui est de l'eau, ils ont une base de données fiable, ils ont un système bien organisé qui part du niveau central, qui va dans les départements et qui tombe au niveau des communes. Au niveau du personnel, nous avons une disponibilité du personnel à tous les niveaux du système, sauf que certains n'ont pas les compétences requises. Cet état de choses se trouve conjugué avec les suffisances d'engagement au niveau central dans le renforcement des capacités du personnel, c'est-à-dire rapidement par un déficit de compétences sérieux dans le domaine de la collecte, de la gestion des données et du système de suivi et évaluation. Donc, il y a un tas de problèmes qui affectent le suivi et évaluation qui sont pas propres au Bénin. Suivant. Diapo suivant. OK. Mais il faut faire remarquer que dans notre pays, il y a les groupes sectoriels eau et assainissement. Ces groupes sont un procès d'échange et d'évaluation entre les principaux acteurs et qui c'est un atout majeur, mais ne constitue pas véritablement une instance formelle de coordination pour le suivi et évaluation du système d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement au Bénin. On ne dispose pas d'un manuel national de suivi et évaluation dans le domaine de la RPHA, ce qui a conduit depuis de longues années à une disparité de pratiques de suivi et évaluation à tous les niveaux, déconcentrés et décentralisés. Pas de directive nationale aussi, visant à systématiser la collecte, la saisie, la compilation, l'assurance qualité et la diffusion des données. Ce qui fait que c'est quand on a besoin de données, quand il y a des événements internationaux, on commence par courir derrière les données, mais quand on veut réaliser la revue, qu'on commence par sonner tous les organes pour recueillir les données du plus bas niveau jusqu'au niveau central. C'est pas du tout fiable. Et le gros problème qu'on a, c'est surtout le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des activités de suivi et évaluation. Les activités de suivi et évaluation ne sont pas priorisées, tant au niveau du ministère de l'eau qu'au niveau du ministère de l'assainissement qu'au niveau du ministère du plan. C'est des activités considérées comme des activités de seconde zone, pas de ressources consacrées à ces activités. Or, c'est très important d'avoir des informations pour pouvoir prendre des décisions, sages, comme l'a dit M. Valvan tout à l'heure. Mais il faut signaler que malgré toutes ces insuffisances, on note l'existence de rapports de performance de suivi et évaluation aussi bien que pour le secteur de l'eau que de l'assainissement. Malgré ces insuffisances, bien sûr, on produit des rapports. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait des efforts pour déployer des moyens sur le terrain pour pouvoir avoir des informations qu'il faut pour présenter, pour prendre des décisions. Les perspectives. Avec le diagnostic qu'on a fait, avec l'appui de l'IRC, la Fondation Agvo et l'UNICEF, nous avons commencé un processus sur le terrain actuellement, depuis l'année passée. Ce processus est suffisamment évolué. Donc, c'est d'aboutir à un cadre de référence de suivi et évaluation pour tout le pays. Ce cadre de référence doit être finalement bâti comme un manuel où nous avons un cadre de suivi et évaluation de tout le sous-secteur, eau et assainissement. Nous aurons un tableau de bord des indicateurs qui sont prioritaires à nous. Ce tableau a déjà été fait par au cours des menus ateliers où tous les acteurs ont été associés, les acteurs clés surtout. Nous avons déjà identifié aussi le plan de collecte des indicateurs au niveau de tout le pays. Les outils de collecte des indicateurs sont déjà identifiés, le mécanisme national de qualité des données est identifié. Nous avons aussi rédigé le plan de renforcement de capacité sur la chaîne de suivi. Voilà, c'est les perspectives. Ces documents ont déjà réalisés, mais nous sommes en train de les relire pour qu'ils prennent une forme vraiment complète et puissent être mis en œuvre à travers un plan de renforcement des capacités sur la chaîne de suivi et évaluation. La dernière.
La finalité, c'est de procéder à la vulgarisation de ce manuel pour que tous les acteurs se retrouvent dans ce schéma, qu'on ait une idée claire des indicateurs à renseigner, du plan de collecte, de la périodicité de collecte, les moyens qui sont mis à disposition, tout le système mis en branle. Maintenant, le problème de financement va se poser pour que ce manuel soit vulgarisé à tous les niveaux, voilà, que ce secteur, les aspects de suivi et évaluation ne soient pas priorisés, c'est les problèmes que nous avons. Donc, trouver les ressources pour l'opération proprement dit du manuel. C'est ce que je pourrais dire sur les activités de suivi et évaluation qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui dans le pays pour pouvoir améliorer tout ce qui se passe concernant les systèmes d'information au niveau du pays. Beaucoup d'efforts ont été faits par tous les acteurs. Tout ce travail retracé au niveau des perspectives ici, c'est des travaux qui ont déjà commencé, d'autres sont à 80%, d'autres sont pratiquement à 90%, et il reste des exercices de relecture pour permettre d'avoir un manuel compact que nous allons valider officiellement dans le pays. Donc, je vous remercie et j'attends vos questions. Excellent. Monsieur Djivo, merci. Est-ce que nous avons des questions pour notre collègue béninois ou est-ce qu'il n'y a pas de questions actuellement? Oui, donc nous avons un collègue du Mali, Maman Barakou, qui a des questions pour Monsieur Djivo. Donc, allez-y, Monsieur Barakou, vous avez la ligne. Monsieur Mbarakou, si vous avez des questions que vous voulez poser à vive voix, allez-y. Sinon, je vous laisse les écrire dans la fonction chat de cet appel. Alors, moi, j'avais une question à nos deux intervenants. Mais avant cela, je voudrais savoir, est-ce que nos collègues, par exemple, nos collègues qui sont en Guinée, est-ce que vous auriez une expérience à nous partager brièvement sur, par exemple, l'élaboration d'un système d'information ou l'utilisation ou l'appropriation ou le financement. Chers collègues de la Guinée, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou pas? Allô? Oui. Monsieur Sadiga Camara, Oui. allez-y. Ok, moi je vais juste faire un petit partage de l'expérience guinéenne par rapport au type d'information. En fait, j'ai suivi les deux interventions des collègues du Bénin et de la RDC. Nous avons mis en place deux niveaux. Le premier niveau que nous sommes en train de mettre en place et qui d'ailleurs nous a permis d'avancer, c'est l'un des engagements qu'on avait pris à la réunion de haut niveau, qui était réellement la coordination, qui était plus ou moins informelle et qui aujourd'hui, nous venons de sortir d'un atelier qui nous a permis au ministre de prendre les engagements par rapport à la mise en place de formaliser la coordination. Surtout qu'au niveau de l'eau, il n'y avait pas de problème, mais au niveau de l'assainissement, nous avions au moins 5 départements qui géraient l'assainissement. Pour respecter ces engagements, DSWA, un seul ministère a été créé au mois d'avril, ici, qui est le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Donc, le ministère aujourd'hui regroupe tout ce qui est assainissement au niveau de ce département. Maintenant, le problème qui se pose dans le cadre de suivi, nous avons eu un appui, comme l'a dit le collègue du Bénin, de IRC et d'ACVO,
qui nous a conforté une activité qu'on faisait avant, c'est le suivi décentralisé. Le suivi décentralisé consistait à rendre les communes responsables du suivi des infrastructures d'eau qui se trouvaient dans ces communautés à travers des fiches que l'on formalisait sur papier. Et à travers ces fiches, on récoltait des informations et ça nous permettait de tenir des revues au niveau des préfectures. Et là, les communes faisaient des plans d'action pour régler le problème qui se posait autour de ces points d'eau-là. Aujourd'hui, il y a cette coordination. Déjà, au niveau national, il y avait la formalisation, mais au niveau des régions, les coordinations existent déjà. Et ces régions, une région couvre, si vous voulez, à 5 ou 6 préfectures dans sa gouvernance. Et la préfecture a plusieurs communes dans sa gouvernance. Ce qui fait que les communes viennent au niveau des préfectures pour faire des revues et ces préfectures viennent au niveau des communes, au niveau des régions pour faire le point des infrastructures. Là, au niveau régional, le leader, c'est le SNAP qui assure le lead du secteur et qui essaie de regrouper les différents partenaires au niveau des régions pour tenir des réunions de coordination sur l'évolution des activités. Mais il faut déjà souligner que tout ça se fait avec l'appui de l'UNICEF. Là, comme je l'ai dit, on venait juste le suivi décentralisé nous permet réellement de voir entièrement ce qui se fait au niveau des communes et ça va nous permettre plus tard aux communes même d'intégrer et qui d'ailleurs intègrent aujourd'hui dans le cadre d'un programme national avec des communes de convergence. En fait, on a pris des communes de convergence, 40, dans lesquelles toutes les interventions WASH se font au même moment dans ces communes. Donc, on voit le développement qui se fait et on essaie de boucher chaque fois qu'il y a un trou. Donc, on fait un lien entre l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour que réellement tout soit régularisé dans ces communes de convergence. Et il faut se dire qu'il y a quand même une seule activité qu'il faut tenir en matière de financement, c'est qu'il y a eu une agence nationale qui a été créée ici par décret, c'est l'Agence nationale de financement des interventions au niveau des communes qui octroie 15% des redevances au niveau des mines qu'il va utiliser dans les communes. Et ces 15% sont utilisés dans le développement de ces communes, y compris les aspects d'eau, d'hygiène et d'assainissement. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il faut dire qu'avec le regroupement du département, au sein d'un seul département de l'hydraulique et de l'assainissement, ça nous facilite réellement de mettre en place une coordination parce qu'aujourd'hui, on va avoir 3 ou 4 éléments. C'est l'aspect financier où on va essayer de regrouper et le ministère du Plan pour l'obtention des fonds et le ministère des Finances et du Budget qui constitue le pool financier. Il va avoir le pool des aspects techniques, des départements techniques. D'ailleurs, dans le cadre de l'eau et de l'assainissement, on constitue un seul département. Il y a le département de la décentralisation qui s'occupe de la gouvernance réellement locale et il y a les bailleurs de fonds qui vont continuer. Donc, on aura au moins 5 ou 6 éléments, plus les ONG, la société civile, qui constitueront le comité de coordination des aspects de mise en œuvre des activités WASH. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu sur ce que nous sommes en train de faire un peu en Guinée. C'est un peu l'expérience que nous sommes en train de mettre et que nous sommes en train de consolider. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sénégal Camara. En fait, l'essence de ce que vous avez dit et que la SNAP essaye de faire en Guinée, c'est que la coordination du secteur est critique et que c'est aussi l'un de vos engagements par rapport au mécanisme de redevabilité mutuelle et que les systèmes d'information et de données seront un élément clé de cette coordination-là. Et c'est exactement
une des grandes utilités d'avoir un système fiable de collecte de données, d'analyse, de dissémination et de compréhension de données. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais juste savoir, il y a des questions pour vous. Il y a des questions pour vous, Monsieur Camara, qui viennent de la part de Monsieur Nonguerma. C'est quel est l'outil national central et est-il déconcentré en région? Ça, c'était une question. Oui, en fait, nous avons une base de données qui a la situation de tout ce qui est infrastructure d'eau au niveau national. Et cette base de données est décentralisée au niveau des régions. Donc, ce qui fait que, en utilisant avec les communes, parce qu'il va y avoir un suivi au niveau des communes, en utilisant cette base de données qui va être mise dans des smartphones, des informations là seront collectées, au lieu que ça ne soit sur papier aujourd'hui, ces informations seront collectées par les chargés de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans les communes pour voir l'état de fonctionnalité et quels sont les problèmes au niveau des points d'eau et des infrastructures d'assainissement au niveau des communes. Au lieu que ce papier ne soit traité directement au niveau que ce soit traité par un papier, les informations sont collectées, envoyées sur un site. Ce site permet à la région de faire une analyse des données et permettra, chaque région aura une analyse des données de sa région et le niveau national fera une analyse des activités au niveau des différentes régions. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, Monsieur Camara, c'était très clair. Merci beaucoup. Alors, oui. Est-ce que il y a d'autres questions pour nos collègues de la Guinée? Sinon... Allô, Balvan? Oui. Allô, oui. Balvan? Oui. La question s'adressait aussi à moi, mais j'avais déjà fait cas dans la présentation que nous avons un système national d'information et de gestion sanitaire. C'était pour vous. Oui. Allô? Allez-y. Allô? Monsieur... Oui. Concernant la question, l'outil national central. Oui. De Daniel Nonguerma. Oui. On a le DHIS2, on appelle ça le DHIS2, c'est l'application qui fait tourner le système national d'information et de gestion sanitaire. Et c'est déconcentré dans les régions aussi. Excellent. Alors, le DHIS2 à laquelle vous faites allusion, Monsieur Djibo, c'est un outil qui est très largement utilisé dans les systèmes sanitaires, justement. Et, c'est ça, oui. Exact. Et qui a beaucoup à apprendre au secteur de l'eau et l'assainissement, puisque c'est un système qui est très répandu et puis qui est très modulaire, et ce qui permet de l'intégration des modules et des informations et des indicateurs. Parfait, tu connais bien. Et c'est très très bien. Au moins de ma propre expérience dans le secteur de la santé avant. Alors, excellent. Merci beaucoup. Moi, je vois que notre point focal de la Côte d'Ivoire, Madame Bragori, elle est en train de saisir quelque chose sur la fonction chat. Est-ce que, Madame Bragori, vous voulez prendre la parole pour intervenir directement? S'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Allô, oui, je suis Monsieur Incho Rodrigue. Oui, allez-y. Monsieur, j'interviens pour le compte de la Côte d'Ivoire au nom de Madame Bragori. Oui, monsieur. En fait, le secteur assainissement et l'eau en Côte d'Ivoire en 2017 a bénéficié d'un financement de l'UNICEF pour la collecte de données en eau et assainissement. En tout cas, cette collecte de données nous a permis de géolocaliser, surtout en matière d'eau, de géolocaliser toutes les pompes hydrauliques, villageoises surtout, et en matière d'assainissement, nous a permis d'avoir le niveau d'assainissement
d'une très grande région de la Côte d'Ivoire, la région du Tonpi. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous conduisons le programme social du gouvernement qui va nous amener à construire plus de 300 latrines, 300 blocs de latrines dans 300 localités rurales de notre pays. Ça, c'est dans le cadre du programme social du gouvernement. Le système robuste en tant que tel de suivi et évaluation n'existant pas, mais nous nous efforçons à collecter nos données pour suivre un peu l'évolution de cette activité majeure qui doit nous amener à réduire sérieusement le taux de défécation à l'air libre jusqu'en 2020. Nous souhaitons que le SOA puisse nous accompagner avec un système robuste de collecte de données, de suivi et évaluation pour nous permettre de suivre comme indiqué, de suivre et de pouvoir partager les informations en ce qui concerne le secteur assainissement, surtout en milieu rural, pour que les décideurs puissent suivre un peu l'évolution de cette activité et les accompagner, continuer de nous appuyer pour atteindre zéro défécation à l'air libre à l'horizon 2030. Est-ce que le SOA peut nous appuyer comme en 2017, l'UNICEF l'a fait avec le système ACVO. Comment est-ce que le SOA peut nous appuyer pour atteindre nos objectifs? Merci. Ok. Monsieur Nchom, merci beaucoup de votre question. Alors, le SWA n'étant pas un mécanisme de financement direct, nous ne sommes pas en mesure de vous appuyer au niveau financier direct. Par contre, et Madame Bragouri, elle est assez consciente des possibilités qui sont offertes. Et par exemple, ce serait la documentation et le partage des expériences des uns et des autres. Ça, c'est un des appuis que nous fournit. Sinon, on peut aider à mobiliser les financements autant que possible. Et donc, pour cela, il nous faudra avoir des détails plus clairs. Et je vous invite, Monsieur Ncho, et avec le concours de Madame Bragouri, de prendre contact avec nous en bilatéral pour qu'on puisse parler de ce sujet plus spécifiquement. Sinon, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est partie analytique dans lequel le SWA vous suit. Il y a aussi par les interventions au niveau technique ou au niveau politique, si vous le souhaitez, pour plaidoyer pour des causes du secteur. Et donc, il y a plusieurs mécanismes d'appui qui sont possibles. Et pour savoir lequel est le mieux adapté, le plus nécessaire, il faudra que nous parlions, vous et nous, en bilatéral. Donc, je vous invite à une conversation après. Et je voudrais juste revenir une petite question qui avait été posée par notre collègue au Mali, M. Mbarakou, qui avait posé une question au Bénin sur où sont logées les données collectées par ACVO. Est-ce que vous avez un serveur local ou pas? Monsieur Puy, je vous invite à y répondre, s'il vous plaît. Allô? Oui. Allô? En fait, oui. Au Bénin, on a fait 2 expériences avec ACVO. L'expérience de suivi et évaluation, ACVO a participé avec l'IRC et l'UNICEF seulement au diagnostic pour voir les failles, les problèmes qui se posent et nous proposer des solutions pour continuer à la mise à jour de notre système de suivi et évaluation. Donc, concernant ça, il y a pas de données quelque part que ACVO rentre. Néanmoins, nous avons fait une expérience avec ACVO ici dans le domaine de l'assainissement et ils ont une plateforme sur laquelle ils hébergent nos données. Bon, ça a posé énormément de problèmes parce que récupérer ces données et mettre ça sur une autre base, c'était compliqué, c'était compliqué. Mais dans tous les cas, on ne travaille plus vraiment avec ACVO dans le pays maintenant. On est en train de travailler pour avoir nos propres données stockées dans nos propres ordinateurs ici et pour pouvoir les utiliser plus aisément. Parce qu'avec le système ACVO, il y a un système d'abonnement
et l'État n'a pas souvent les moyens de faire face à ces charges qu'il faut supporter tout le temps. Exact. Alors, c'est tout le débat qu'il a aussi eu dans dans les autres conversations. C'est est-ce qu'il est préférable de faire appel à un partenaire comme Accro, par exemple, ou ça peut être un autre, pour élaborer le système et puis utiliser ce système. Et l'avantage étant que les expériences sont multipliées dans différents pays et donc il pourrait y avoir une optimisation, si je peux dire, en faisant appel à un partenaire externe, mais en même temps une personnalisation comme le souhaite le Bénin par exemple, pour avoir le contrôle complet des données et la gestion des données. Donc par exemple, nos collègues au Cambodge ont décidé d'élaborer leur propre système à partir de zéro et ils sont motivés pour ce faire. Et puis ils ont dû commencer très petit puisque il y a un manque de financement pour financer un grand système. Mais ils font des grands progrès dans ce sens-là. Avoir leur propre système élaboré en interne. Alors, Monsieur Mbarakou, vous vouliez intervenir, je vous laisse la place pour intervenir et ensuite nous allons peut-être poser une question à tous les intervenants, une question à un autre niveau et puis on va faire cette discussion. Et Monsieur Mbarakou, prenez la parole si vous voulez bien. Alors, nous avons un petit souci de connexion avec Monsieur Mbarakou, mais alors, est-ce que entre-temps, je pourrais poser une question à nos 4 pays qui nous ont partagé les détails. Alors, la question, elle est, c'est que en fait, on a vu que les systèmes dans les différents pays sont à des niveaux à des niveaux d'évolution, si je peux dire, qui sont très différents. Mais comment faisons-nous pour avoir un appui au niveau politique? Alors, est-ce que vous avez réussi à sensibiliser les décisionnaires politiques par rapport à cette question de données ou d'informations? Et comment avez-vous réussi justement à les convaincre aux décisionnaires politiques? Donc, j'invite à partir de notre collègue Monsieur Ifolo et ensuite par Monsieur Djivo et ensuite Monsieur Camara et ensuite Monsieur Nchu. Donc, Monsieur Ifolo, comment fait la RDC pour intéresser les politiques, puisque vous disiez il y a une nouvelle dynamique. Donc, pardon? Comment faites-vous, vous qui êtes au CNAEHA, d'intéresser les décisionnaires politiques dans les systèmes d'information? Ou comment pouvez-vous faire? Donc, bon, c'est comme je disais, au fait, le Comité national d'action de l'eau, hygiène, assainissement, c'est une institution interministérielle. Elle est interministérielle, elle regorge en son sein une trentaine de ministères, et parce que vous savez, l'eau est transversale, assainissement aussi et tout ça. Une trentaine de ministères, dont 4 clés. J'avais cité le ministère du Plan pour la coordination. J'avais cité le ministère de l'Environnement pour l'eau en tant que ressource et tout ça, et puis l'assainissement. Il y a aussi le ministère de la Santé ainsi que celui de l'Énergie. Donc, la structure en soi est déjà interministérielle. Et puis, nous capitalisons les informations que nous prenons au niveau des acteurs et les portons au plus haut niveau, ça veut dire au niveau du bureau du comité de pilotage de la structure, qui est présidé par le ministre du Plan. Il réunit les autres ministres en session ordinaire et extraordinaire
ils prennent toutes les informations possibles pour orienter les décisions du secteur. Et puis ces décisions-là sont amenées par les présidents du comité de pilotage, ça veut dire les ministres du plan. Ils amènent ça au conseil des ministres où ils prennent des décisions pour le pays. Donc la structure en soi est déjà interministérielle. C'était pour justement pour résoudre les problèmes là de la transversalité de l'eau, de l'assainissement et tout ça. C'est comme ça qu'on avait créé cette structure-là. La structure en soi est déjà interministérielle, avec une trentaine de ministères, comme j'ai dit, dont 4 clés, les plans, la santé, l'énergie et l'environnement. Les décisions sont prises au niveau de ces bureaux-là et sont amenées au Conseil des ministres du pays. Ok, excellent, excellent. Merci beaucoup. Donc, votre approche, c'est d'utiliser le comité national, le CNAEHA, au profit de cette question de la gestion des données et des informations. Très bien. Alors, Monsieur Djivo, est-ce que vous voulez nous faire part de votre côté au Bénin? Bon, nous, on n'a pas de comité, mais ce qu'on fait, c'est d'impliquer le ministère du Plan à travers toutes nos initiatives. Le travail de suivi et évaluation a concerné sensiblement 2 ministères, le ministère de l'eau et le ministère de la Santé. Nous avons mis des comités en place, des gens qu'on appelle des sachants, des gens qui connaissent bien la chose. Mais nous avons comme chapeau le ministère du Plan qui, à travers l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, nous chapeaute en quelque sorte. Tout ce que nous faisons, nous les associons, puisque le ministère du Plan, c'est un ministère d'État qui est un peu au-dessus des autres ministères. L'objectif, c'est de les mettre au cœur du travail, parce que l'ISAE dépend du ministère du Plan qui, en principe, a géré au niveau national tout ce qui est système d'information, tout ce qui est données qui concerne le pays. Sur comment les convaincre maintenant sur la nécessité de renforcer surtout le financement pour que le système soit beaucoup plus fonctionnel au niveau des départements ministériels. Ça, c'est un autre problème. Parce que on est dans un pays, il y a toujours des priorités, quel que soit l'engouement, la motivation qu'on a pour demander que telle ou telle chose soit améliorée. Bon, au moment où il faut faire, comment on appelle, l'arbitrage, on a toujours des difficultés. Donc, nous devons réfléchir à cette piste ici maintenant. S'il y a un moyen pour convaincre beaucoup plus nos politiques, pour donner plus de priorité à tel ou tel aspect de la chose, que c'est la bienvenue. Mais déjà, nous faisons l'effort pour que le cœur du système d'information au niveau du pays, le ministère du Plan, soit impliqué dans nos activités pour qu'il nous aide à les porter ensemble. C'est tout ce que je peux dire. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Alors, je viens de me rendre compte que nous n'avons plus beaucoup de temps pour cette conversation. Alors, je voudrais bien faire appel à Monsieur Camara pour qu'il nous dise que dans la Guinée, comment faites-vous pour intéresser les décisionnaires dans les systèmes d'information, dans le besoin d'avoir un système d'information robuste? Monsieur Camara. Ok. Alors, puisque Monsieur Camara n'est pas disponible, est-ce que... Ah, vous êtes là. Si, oui. Je suis disponible là. J'avais fermé le micro là. Allô? Allô? Oui. Poursuivez, on vous entend. Poursuivez. Donc, je disais que nous, d'abord dans le cadre au niveau local, au niveau BND, il y a la Direction nationale des investissements publics qui est pratiquement intéressée
dans le cadre des programmes d'investissement au niveau local. Donc, il y a, si vous le savez, que de façon générale, il y a souvent une contrepartie du pays dans le financement des différents projets, mais il y a aussi l'intéressement de la politique sur l'approvisionnement et l'assainissement au niveau des communautés, parce qu'il y a souvent une plainte au niveau des communautés, les ministres sortant régulièrement des communautés et étant responsables au niveau de la décentralisation. Donc, il y a souvent des problèmes d'eau et d'assainissement qui sont posés. Donc, ce qui fait que, de façon globale, en dehors des financements extérieurs, il y a quand même le gouvernement qui prend certains engagements pour financer des activités d'alimentation en eau. L'année dernière, on a eu près de 500 forages financés par le gouvernement en dehors de sa contribution dans le cadre des projets. Et donc, ce qui fait qu'il y a quand même un intéressement. Et surtout, dans le cadre de l'élaboration du Programme national de développement économique et social, pour lequel le ministère du Plan, et il y avait des informations, notamment de la Direction nationale des statistiques, qui montraient la nécessité et les besoins en eau, notamment dans les communautés. Il y a eu quand même ces financements. Il faut dire que, compte tenu de tout ça, nous avons eu à mettre un programme en place. Il y a eu un programme qu'on a mis en place au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est le programme national d'appui aux communes de convergence. Donc, l'appui de convergence, pour lesquels, dans le cadre de ce développement des communes de convergence, il y a des financements qui donnent 15% des montants des taxes payées par les miniers aux communes. Et les communes, le plus souvent aujourd'hui, ont une priorité qui est liée beaucoup plus à l'eau et à l'assainissement. Voilà. Allô? Ça va, ça va. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, je vais maintenant clore cette discussion, puisque nous sommes déjà à 1h22 minutes de la discussion. Donc, je voudrais juste, je sais qu'il y a des questions éventuellement et que, en tout cas, les discussions sont assez intéressantes, mais je vais clore cette discussion avec quelques observations. Donc, d'abord, merci à tout le monde, à vous tous d'être ici et puis d'avoir partagé les expériences. Et puis, on a eu des interventions des collègues de 4 pays qui présentent un éventail assez large de l'importance des données et de comment on s'y prend pour répondre à cette importance. Alors, voilà, tout d'abord des questions logistiques. Nous allons partager avec vous les slides qui ont été élaborés, bien sûr. Et ces slides, je vous rappelle, contiennent une petite liste non exhaustive de ressources assez utiles sur cette question et aussi l'intervention du Bénin. Et puis, nous allons aussi partager l'enregistrement de cette discussion qui sera mise en ligne. Et puis, vous pourrez le réécouter. Ensuite, donc nous avons eu des participants de 7 pays et des interventions de 4, et on voit que les systèmes d'information sont aussi un outil pour la coordination du secteur. Donc il faudrait aussi les conceptualiser dans ce sens-là. C'est que comme dans le secteur de la santé, on voit que les systèmes d'information, donc les données et les informations, sont assez clés pour le renforcement du secteur. Et donc, en les prenant comme un dispositif fondamental du secteur, on pourrait formuler un plaidoyer pour qu'il y ait plus d'intérêt à ça. Alors, on a aussi discuté
des différents niveaux, central, contre provincial, contre très local. Et les différences dans les typographies et les géographies des pays font que les approches doivent être personnalisées dans chacun des pays. Et puis, on a aussi vu qu'il y a non seulement besoin d'analyser les données, mais aussi de partager les savoirs. Et ça, c'était par l'intervention du collègue congolais sur la plateforme de gestion des savoirs dans le secteur. Et donc, on a couvert un éventail assez large. Et puis, cette dernière question qui avait été posée, qui était de comment faire à ce que les décisionnaires politiques soient intéressés et les financeurs soient intéressés sur ça, sur cette question, eh bien, on voit que la RDC jouit du comité CNAOHA, alors qu'au Bénin, il s'engage plus étroitement avec le ministère du Plan directement. Les ministères sectoriels s'engagent avec le ministère du Plan pour les intéresser. Donc, il y a aussi différentes manières, en fonction de la structure du secteur, il y a différentes manières d'intéresser les décisionnaires dans les questions données, informations, etc. Donc maintenant, nous allons partager les slides comme je disais. Alors s'il y a des collègues qui sont intéressés par les interventions ou par les expériences d'autres pays, vous pourrez nous le faire savoir et puis on établira un contact direct entre ces pairs de pays pour qu'il y ait un vrai apprentissage entre pairs. Et sur ce, je vous remercie pour pour la conversation en fait, qui en était vraiment une avec les différentes expériences et les différentes perspectives. Et sur ce, je vais clore cette discussion encore en vous remerciant et puis en vous souhaitant une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci Balwan. À la prochaine fois, chers collègues. Ouais, ok.